compte tenu de son format et du temps imparti. Par contre, vous êtes invité et encouragé à poser vos questions dans le chat prévu à cet effet. Pour vous repérer dans le champ, dans le visuel de Teams, il s'agit du logo Q&R situé juste à côté du visuel message. Nous y répondrons dans un second temps via une foire aux questions qui sera transmise à l'ensemble des inscrits avec le support de présentation. De même, si vous souhaitez approfondir certains aspects de ce sujet, voire même si vous rencontriez le besoin d'aborder certains autres sujets, n'hésitez pas à les émettre dans cet espace afin que nous puissions en prendre en compte dans la programmation des futurs sujets prévus. Le lien d'accès à la vidéo sur YouTube sera également adressé avec l'ensemble des supports indiqués précédemment. Il permet d'accéder aussi à toutes les vidéos de l'heure de l'autonomie depuis sa mise en place. Tout cela étant dit, je vous propose de découvrir donc le sujet du jour pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir 2 intervenants pour nous informer de façon détaillée sur ce sujet qui se révèle à la fois vaste et technique. Madame Virginie Mostard, responsable du service aide sociale par intérim, et Monsieur Briffard Jean-François, juriste au service contentieux des obligés alimentaires, tous deux à la direction de l'autonomie. À l'ordre du jour, nous vous proposons d'aborder les points suivants, les dispositions légales, notamment les conditions de résidence, de nationalité et de domicile de secours, les aides sociales possibles à domicile, l'aide sociale en établissement à la fois pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap, mais également l'accueil familial, l'obligation alimentaire et le recours en récupération. Enfin, nous achèverons cette présentation par les outils à disposition pour vous accompagner, vous repérer et vous orienter. Donc, brièvement, de façon contextuelle, pour permettre aux personnes âgées et en situation de handicap d'accéder aux prestations organisées par le département, un financement est possible pour la personne âgée ou en situation de handicap ayant des ressources financières limitées. La loi 2004-809 du 13 août 2004 conforte le rôle de fil de chef de l'action sociale du département en accordant au département, à côté du 1er janvier 2005, une compétence générale dans la conduite et la coordination des actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap dépourvues de ressources. Ces aides sociales peuvent être sollicitées à domicile ou en établissement. Qu'en est-il de l'aide sociale? Quelles sont les conditions d'éligibilité? Quelles démarches envisager? Qu'en est-il du financement? Quelles possibilités? Nous répondrons donc à toutes ces questions via cette présentation. Je laisse donc la parole à Madame Virginie Mostard, responsable du service aide sociale par intérim, pour vous présenter les dispositions légales. Bonjour à tous. Donc, qu'est-ce que l'aide sociale? C'est un ensemble de prestations organisées et financées par le département. Les conditions d'attribution sont régies par le Code de l'action sociale et des familles, le règlement départemental de l'aide sociale. Quelles sont les spécificités de l'aide sociale? Donc, c'est à caractère personnel, accordé en fonction des besoins et de la situation personnelle du demandeur, à caractère temporaire et révisable, révision à la demande du bénéficiaire ou à l'initiative du département. Et c'est à caractère subsidiaire. Donc, on intervient en dernier recours après épuisement des ressources personnelles du demandeur, au dispositif du droit commun et à la solidarité familiale. Et ça a un caractère d'avance, les dépenses d'aide sociale sont récupérables. Qu'en est-il des conditions de résidence, de nationalité et de domicile de secours? Donc, il faut avoir une résidence sur le territoire français, être français ou ressortissant de l'Union européenne ou avoir un titre de séjour en cours de validité. Notons que le domicile de secours détermine le département qui va prendre en charge les dépenses d'aide sociale. À ce titre, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle, volontaire et ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité du demandeur. La condition de résidence habituelle doit être considérée comme remplie dès lors que l'intéressé a une présence physique et habituelle et notoire dans le département. Au niveau de l'aide sociale, on a 2 types d'aide à domicile. On a l'aide ménagère, les frais de repas. Les ressources doivent être inférieures au montant de l'ASPA. Les conditions et modalités
d'aide à domicile, donc on parle de l'aide ménagère, pardon. Il faut avoir soit plus de 65 ans, soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ou entre 50 et 79%, avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ou une retraite au titre de l'inaptitude. Au niveau des ressources, il ne faut pas dépasser l'ASPA. Il faut un certificat médical qui précise le nombre d'heures du médecin. Ça se limite à 30 heures par mois pour une personne seule, 48 heures pour un couple. Il y a une participation pour le bénéficiaire de 2,20 € au 1er janvier 2025. Cette aide n'est pas cumulable avec l'APA à domicile ou toute aide servie par un organisme de retraite. En revanche, c'est cumulable avec la PCH à domicile. Au niveau des frais de repas, pardon. Donc, ce sont les mêmes conditions, hein, donc soit avoir 65 ans, un taux d'incapacité à 80%. Voilà, il ne faut pas dépasser le montant de l'ASPA non plus. Il faut une attestation, donc un certificat médical préconisant le portage de repas à domicile. Et la participation est du même montant, 2,20 €. En revanche, c'est cumulable avec l'APA à domicile, la PCH et l'aide ménagère. Ensuite, nous avons l'aide sociale en établissement pour personnes âgées. Donc, différents types de structures, résidence autonomie. Donc, ça veut dire que la personne est encore autonome et peut gérer ses repas, ses courses, etc. Les EHPAD et les USLD. Au sein de ces structures, donc EHPAD, USLD, on peut trouver des petites unités de vie, donc surtout pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il peut y avoir de l'accueil de jour, et de l'accueil temporaire. Qu'en est-il du coût des prises en charge et du reste à charge? Donc, peu importe l'établissement, celui-ci a un coût. Des aides existent pour baisser le tarif hébergement quand il s'agit d'une personne âgée. Deux aides existent. Donc, soit l'APL, l'aide personnalisée au logement, elle est versée uniquement si l'établissement est conventionné, ou l'ALS, l'allocation de logement social, elle est versée si l'établissement n'est pas conventionné pour l'APL. Son montant est moins élevé que l'APL et ces deux aides ne sont pas cumulables. Donc, une liste des EHPAD conventionnés est disponible. Je ne sais pas où, on ne l'a pas précisé, mais on le précise plus bas. Le financement des aides en établissement pour personnes âgées habitées à l'aide sociale. Donc, au niveau de la résidence autonomie, on va laisser à disposition de la personne l'équivalent de l'ASPA, donc qui est à peu près à 1000, si je ne dis pas de bêtises, on est à 1028, quelque chose comme ça au 1er janvier. Donc, on lui laisse ce montant plus 10% de ce qui excède. Donc, on imagine la personne à 1500 € de ressources. L'ASPA, on va dire, est à 1200. On va lui laisser 1200 plus 10% des 300 entre les 1200 et les 1500. Au niveau de l'EHPAD USLD, on va lui laisser que 10% de ses ressources. Les 90% doivent nous être reversés, sans pour autant qu'elle est en dessous de 1% de l'ASPA qui est de 124 € au 1er janvier. En revanche, si la personne bénéficie d'un statut de personne en situation de handicap, dans ces cas-là, il lui sera laissé l'équivalent de 30% de l'AH. Et ensuite, nous avons l'accueil familial. C'est une allocation qui est versée en fonction des ressources et des charges de l'usager. Donc, le financement et aide dans les établissements pour personnes âgées habitées à l'aide sociale. Donc, les conditions et modalités sont d'être âgé de 65 ans ou de plus de 60 ans avec une aptitude au travail, être hébergé dans un établissement habilité à l'aide sociale. Au niveau de la participation, bon, on en revient à ce que j'ai dit précédemment, hein, c'est 90% de ses ressources et la participation des obligés alimentaires, ascendant-descendant. Et nous octroyons les droits à la date d'entrée en établissement si le dossier a été déposé dans les 4 mois suivant la date d'entrée. La loi Bien vieillir a supprimé, par contre, l'obligation alimentaire de certains descendants comme les petits-enfants. Pour autant, le département du Nord n'a jamais mis l'obligation alimentaire sur les petits-enfants.
En résidence autonomie, donc au niveau des conditions d'âge, il faut être âgé également de 65 ans ou de plus de 60 ans avec une inaptitude au travail. Également être hébergé dans un établissement habilité à l'aide sociale. La participation, c'est ce que je vous ai expliqué aussi précédemment. La personne doit conserver l'ASPA plus 10% des ressources qui excèdent ce montant. Et la date de prise en charge, c'est exactement les mêmes conditions. À la date d'entrée, si le dossier a été déposé dans les 4 mois suivant son entrée. On a aussi recours à l'obligation alimentaire pour les résidences autonomes. D'accord. Donc, ensuite, nous avons les établissements pour les personnes en situation de handicap. Donc, nous avons les résidences-services. Donc, les personnes paient un loyer. Nous avons le foyer logement, foyer d'hébergement. Donc, foyer logement, ils sont un peu plus indépendants. En foyer d'hébergement, la plupart du temps, ils vont en ESAT et ensuite, ils sont encadrés. En foyer logement, ils peuvent aussi se préparer les repas, etc. Les contributions vont varier en fonction des ressources. Le texte prévoit de laisser aux personnes 30% du montant de la hache, déduction faite des absences. Un forfait est déduit à partir de 30 jours. Pour les travailleurs, il leur est laissé 50% du montant de la hache, plus 20% du montant de la hache, si au moins 5 repas sont pris en dehors de l'établissement. Et pour les non-travailleurs, il leur est laissé 40% du montant de la hache. Au niveau de l'accueil temporaire, il y a une contribution de 20 € par jour qui est demandée. En accueil de jour, il n'y a pas de contribution puisqu'ils doivent s'acquitter de leurs frais de repas qu'ils prennent en établissement. Au niveau des conditions de modalité pour les personnes en situation de handicap, donc avoir une orientation MDPH. Donc, la plupart du temps, ils ont un taux d'incapacité supérieur à 80% ou un taux entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. La participation, je l'ai expliqué précédemment. La date d'entrée, ce sont les mêmes conditions. C'est à la date de prise en charge, pardon. C'est à la date d'entrée si le dossier a été constitué dans les 4 mois suivant l'entrée en établissement. Et bien évidemment, il faut également que l'établissement soit habilité à l'aide sociale. Alors, au niveau du reste à vivre, c'est toujours 10% des ressources du bénéficiaire sans que ce montant soit inférieur à 30% de la hache. La hache étant à 1 016,05 € au 1er avril 2024, pardon. Donc, on va maintenant vous présenter l'aide sociale en accueil familial, donc qui est considérée comme une forme d'accueil en établissement, qui concerne donc les personnes âgées, personnes en situation de handicap. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, brièvement, donc, il s'agit d'une solution d'hébergement pour les personnes âgées ou en situation de handicap qui souhaitent vivre dans un cadre familial. L'accueil familial est un dispositif réglementé placé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Cette activité fait l'objet d'un agrément délivré pour 5 ans, renouvelable, d'un suivi de la personne accueillie et d'un contrôle de l'agrément. Donc, comment ça fonctionne? L'accueillant familial, une personne seule ou en couple héberge à son domicile une personne âgée ou une personne en situation de handicap. En échange, la personne hébergée rémunère l'accueillant familial. L'accueillant familial doit avoir reçu un agrément délivré par les services du département. Ces services donc organisent le contrôle de l'accueillant et le suivi de la personne hébergée. L'accueil familial peut être permanent, temporaire ou séquentiel. L'accueil familial est considéré donc comme un accueil en établissement puisque ce n'est pas le domicile de l'accueilli, mais sa résidence. Pour aller plus loin, donc il existe également donc un sujet consacré au sujet de l'accueil familial dans le cadre de l'ordre de l'autonomie, et vous pouvez voir donc le lien ci-dessous si vous souhaitez vous pencher sur le sujet. S'agissant donc des conditions d'admissibilité dans le cadre de l'accueil familial, donc il faut avoir donc soit plus de 65 ans, soit avoir un taux d'incapacité supérieur à 80% ou entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, donc le RSDAE, ou une retraite au titre de l'inaptitude. Il faut également donc être hébergé par un accueillant familial agréé et avoir signé un contrat d'accueil.
Il ne faut également pas disposer de ressources suffisantes et plusieurs indemnités sont possibles selon les critères. Donc, s'agissant donc des modalités, donc la participation du bénéficiaire, donc toujours dans le cadre de l'accueil familial, celui-ci donc doit reverser 90% de ses ressources, donc et 100% de l'allocation logement. Concernant le reste à vivre, donc 10% de ses ressources plus 1% du montant annuel de l'ASPA. Donc, cette aide est cumulable avec l'ACTP, la PCH et l'APA. Et elle n'est pas cumulable avec l'aide ménagère et les frais de repas. En revanche, donc, l'aide est récupérable dès le premier euro engagé depuis donc octobre 2017. Voilà. S'agissant donc de la détermination du montant de l'aide sociale, donc elle est répartie en 4 indemnités. La rémunération journalière pour service rendu, donc c'est maximum donc 3 SMIC horaires par jour. L'indemnité pour frais d'entretien, donc elle est entre 2 et 5 fois le minimum garanti. Et l'indemnité en cas de suggestion particulière, elle est déterminée en fonction de la grille d'évaluation. Enfin, l'indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à la personne accueillie, elle est en fonction de la superficie réelle de la pièce. Donc aujourd'hui, le montant plafonné est de 18,85 € au mètre carré au 1er janvier 2025. Voilà, donc je vais laisser la parole à Monsieur Briffard, juriste au niveau des obligés alimentaires, qui va vous présenter toute la partie sur l'obligation alimentaire et la récupération, donc sur l'aide sociale. Merci, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, rapidement, je présente effectivement le service contentieux des obligés alimentaires, puisqu'il est en charge de la fixation judiciaire des obligations alimentaires revenant aux enfants des personnes âgées, les recours en récupération et aussi, accessoirement, tout ce qui concerne les recours sur les successions vacantes. Alors, je vais présenter l'obligation alimentaire et en même temps, je présenterai à la fin tout ce qui concerne les recours en récupération sur les successions. Donc, comme ça vous a été précisé, l'aide sociale peut être accordée par les services départementaux lorsque les ressources d'une personne âgée ou une personne en situation de handicap ne lui permettent pas de couvrir la totalité des frais d'hébergement en établissement social ou médico-social. Cette aide financière est subsidiaire. En fait, elle intervient une fois mobilisées, on va dire, les ressources de la personne bénéficiaire de l'aide sociale et l'appel à la solidarité familiale. Comme c'est précisé, effectivement, j'en reviens directement à l'obligation alimentaire, puisque elle repose effectivement ce qu'on appelle sur un principe de solidarité familiale énoncé par le Code civil. Donc, c'est donc une obligation légale qui va imposer à certaines personnes, parents, enfants, grands-parents, de venir en aide financièrement à un membre de la famille lorsque cette personne est dans le besoin. Alors, l'obligation alimentaire, plus précisément, elle concerne en fait les obligations alimentaires d'une personne âgée qui bénéficie de l'aide sociale. Elle ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap, c'est une précision. Alors, qui est concerné aujourd'hui par cette obligation alimentaire? Eh bien, il y a plusieurs personnes qui sont concernées en fait par une contribution donc, aux besoins d'une personne en situation d'hébergement et qui bénéficie de l'aide sociale. En premier lieu, ce sont les ascendants. Ensuite, ce sont les descendants, c'est-à-dire directement ou indirect, les enfants de la personne résidant en établissement. Précision faite, comme ça a été précisé par Virginie, depuis la loi Bienveillir, les petits-enfants ne sont pas concernés par l'obligation alimentaire. Effectivement, s'agissant du département du Nord, cette disposition n'était de toute façon pas appliquée dans la pratique. Autre catégorie de personnes qui sont concernées par l'obligation alimentaire, ce sont les gendres et les belles-filles donc de la personne bénéficiaire de l'aide sociale. Précision, cette obligation disparaît dès lors que l'époux créant l'alliance décède sans laisser d'enfants vivants issus de son union avec son conjoint. De la même manière, cette obligation disparaît
si les époux divorcent, peu important qu'ils laissent ou non des enfants communs en vie. Vous verrez donc effectivement, vous avez, si vous vous rappelez, les références législatives, les textes, puisque cette obligation repose essentiellement, est fondée essentiellement par les articles 205 à 208 du Code civil. Il y a des cas, avant toute chose, des cas d'exonération de l'obligation alimentaire. Des cas d'exonération qui sont vus, on va dire, en amont, qui peuvent être perçus en amont. Des cas qui sont prévus par la loi, mais des cas aussi qui peuvent, d'une certaine manière, s'apprécier au cas par cas. Premier cas, en fait, d'exonération de l'obligation alimentaire hein, pour les descendants, par exemple, ou les ascendants d'une personne en situation de résidence, c'est ce qu'on appelle l'impécuniosité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligation alimentaire, en fait, elle est calculée, on a ce qu'on appelle un principe de proportionnalité. Elle est calculée, selon le texte, en proportion des ressources et charges des obligés alimentaires. Il peut donc arriver que des obligés, des enfants, des beaux enfants, soient ce qu'on appelle en situation d'impécuniosité, c'est-à-dire qu'ils ne disposent pas de suffisamment de moyens pour subvenir à cette solidarité familiale et donc au financement de leurs aînés. Autre cas d'exonération de l'obligation alimentaire, ce sont ce qu'on appelle les pupilles de l'État. Le législateur a prévu également différentes situations, puisque sont également exonérés d'obligations alimentaires les enfants retirés de leur milieu familial par décision judiciaire pendant au moins 36 mois cumulés au cours des 18 premières années de leur vie. Alors, petite nouveauté de la loi Bien vieillir, avant c'était jusqu'à l'âge de 18 ans au lieu de 12 auparavant. Autre cas d'exonération prévu également par le législateur, ce sont les enfants dont l'un des parents a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commise sur la personne de l'autre parent. Cette dispense porte uniquement sur l'aide aux parents condamnés, dispense qui s'étend aux descendants des enfants. Autre cas, et ce sont d'enfants hein, qui vont être exonérés donc, de contributions financières. Ce sont les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale. Enfin, et là c'est un cas qui est prévu par le législateur, mais qui est apprécié et qui est discuté devant les tribunaux, c'est lorsque le créancier d'aliments, donc ça c'est un terme effectivement qui est repris par le Code civil, mais c'est lorsque la personne, donc en l'espèce, en situation qui perçoit l'aide sociale pour ses frais d'hébergement, donc le parent, a manqué gravement à ses obligations. Il y a dans ce cas une décharge totale et partielle des enfants soumis à obligation alimentaire. C'est une disposition qui est prévue par l'article 207 du Code civil et qui s'apprécie par le juge aux affaires familiales. Donc nous sommes appelés dans nos fonctions, lorsque nous saisissons le juge aux affaires familiales, à demander au juge, à ce que le juge statue à la demande des enfants, à évoquer qu'effectivement tel ou tel parent a pu effectivement ce qu'on appelle être en situation de manquement à ses obligations du temps de la minorité de l'enfant. Enfin, autre cas donc d'exonération, c'est lorsqu'effectivement il y a eu une condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs. Dans ce cas-là, le débiteur est chargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision du juge. Alors concrètement, dans la pratique, comment ça se passe en ce qui concerne ici le département du Nord? Donc, il faut savoir que en matière de fixation de calcul et de fixation d'obligations alimentaires, il y a d'abord, je dirais, le calcul et la participation, le calcul en amont, lorsqu'effectivement il y a une demande d'aide sociale qui est déposée. Puis vient, et ce sera l'objet des diapositives suivantes, vient le temps de la fixation judiciaire. Là, nous nous situons, on va dire, en amont. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'aide sociale qui est déposée. Il faut savoir que chaque département
fixe ses propres règles de calcul d'obligations alimentaires. Il n'existe pas un barème national à proprement parler. Au moment de l'instruction de la demande d'aide sociale, les débiteurs d'aliments sont invités à indiquer l'aide qu'ils peuvent allouer et apporter, le cas échéant, la preuve de leur impécuniosité. Dans les faits, le département fait ce qu'on appelle une proposition d'engagement en fonction du barème départemental. C'est un barème qui a été voté par l'Assemblée délibérante du Conseil départemental du Nord il y a plusieurs années et qui est actualisé chaque année. Il faut savoir qu'en cas de changement dans la situation financière ou familiale d'un obligé alimentaire, perte d'emploi, euh, passage à la retraite, divorce, une révision amiable de cette contribution préalablement calculée est possible. Enfin, dernier aspect, il faut savoir que les obligés alimentaires ont la possibilité de déduire le montant de leur contribution de leurs impôts. Comment ça se passe quand il n'y a pas de conciliation? Eh bien, le service d'aide sociale donc transmet à notre service le dossier pour ce qu'on appelle saisir le juge aux affaires familiales. Donc, je vais rentrer un peu dans les détails. Il faut savoir qu'à ce stade, lorsque notre service reçoit le dossier, il y a d'abord ce qu'on appelle un examen de l'intérêt à agir, à saisir le juge aux affaires familiales. Nous pouvons, à ce stade, d'ores et déjà éventuellement décider de lancer ce qu'on appelle une procédure dite de conciliation. C'est-à-dire, nous contactons les obligés alimentaires pour voir, examiner, refaire le point avec eux sur leur situation, voir ce qu'ils évoquent et éventuellement voir s'il est possible malgré tout qu'ils s'engagent provisoirement sur un montant. En fonction des discussions, en fonction de ce qui est négocié, nous décidons, oui ou non, effectivement, de saisir le juge aux affaires familiales. Dans quel cas, effectivement, nous saisissons le juge aux affaires familiales, puisque c'est effectivement quand il n'y a pas de retour des engagements de paiement des obligés alimentaires, c'est-à-dire que au moment de la proposition de participation, ceux-ci ne se sont pas engagés sur un quelconque montant. Lorsqu'ils expriment clairement, par le biais d'un recours, par le biais d'un courrier ou d'un coup de téléphone, qu'ils sont en désaccord avec éventuellement d'autres obligés alimentaires ou sur le montant calculé, ou qu'ils évoquent ce qu'on appelle des raisons d'équité. Parfois, dans une fratrie, il n'y a pas toujours effectivement de bonnes ententes, et donc et parfois effectivement, lorsqu'il s'agit de fixer effectivement, de demander une contribution, une participation aux frais d'hébergement, il y a parfois effectivement des conflits familiaux qui sont présents et donc à ce niveau-là, il peut y avoir ce qu'on appelle une raison d'équité. Certains vont demander à ce que le juge aux affaires familiales soit saisi pour fixer et réexaminer le dossier. Et donc, c'est ce que je précisais, ça peut être effectivement à la demande d'un ou plusieurs obligés alimentaires. De la même manière, nous sommes amenés à saisir le juge aux affaires familiales quand il y a une exception d'indignité qui a été soulevée. C'est ce qu'on rappelait tout à l'heure dans les cas d'exonération. C'est lorsque effectivement donc le parent a manqué à ses obligations lorsque les enfants étaient plus jeunes. Dans ce cas-là, c'est une appréciation au cas par cas par le juge sur la foi des éléments qui sont produits par les obligés alimentaires devant en audience. Ça peut être des attestations, ça peut être des décisions judiciaires. Et donc, c'est le juge qui va décider de caractériser cette indemnité et d'exonérer les obligés alimentaires. Enfin, autre cas de saisine où nous saisissons le juge aux affaires familiales, c'est quand il y a un recours amiable d'un des obligés alimentaires qui n'a pas abouti, pour lequel il y a eu un rejet de nos services. Il faut savoir que l'obligation alimentaire, c'est une dette personnelle. Ça avait été, je pense, précisé tout à l'heure en amont. Elle est calculée en fonction de la situation de chaque débiteur d'aliments. Il n'y a pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments en cas de fixation judiciaire. Concrètement, souvent, nous avons le retour d'enfants qui nous précisent, souvent en audience ou au téléphone, mais oui, mais moi c'est très bien, mais si mon frère ou ma sœur ne paye pas, c'est donc sur moi que ça va se répercuter. Non, c'est une dette personnelle
et qui est en proportion des facultés contributives. Et est-ce que le PACS est retenu pour les obligés alimentaires? Non, alors ce qui est retenu pour les obliges alimentaires en matière, c'est ce qu'on appelle les gendres et les belles-filles. Donc le PACS n'est pas retenu au titre des obligations alimentaires, c'est-à-dire que le partenaire pacsé n'est pas concerné par l'obligation alimentaire, seuls les enfants mariés. Donc pas le PACS et pas le concubinage non plus. D'accord. Donc, à partir du moment où nous saisissons le juge aux affaires familiales, donc comme ça a été précisé, compétence du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire, nous procédons à une saisine par requête. Il faut savoir que la procédure ne nécessite pas obligatoirement d'avocat. Donc, les enfants peuvent se représenter par eux-mêmes ou se faire aussi aider par un avocat, mais ça n'est pas une procédure obligatoire. Il faut savoir que s'agissant du département du Nord, nous saisissons le juge aux affaires familiales, petite précision, sur les 6 tribunaux du département du Nord, c'est-à-dire Douai, Valenciennes, Cambrai, Avesnes-sur-Helpe, Lille, Dunkerque. C'est une procédure orale. Alors, et contradictoire. Il y a bien, entre le moment où la requête est établie et le moment où l'audience est prévue, des échanges d'écrits, mais les arguments sont présentés en audience auprès du juge. Il y a, en termes de délai judiciaire, un certain nombre de mois qui peuvent s'écouler entre le moment où nous allons saisir le juge et le moment où une audience aura lieu. Ça peut aller, c'est très variable, en fonction des tribunaux, ça peut aller de 4 à 10 mois. Donc, les débiteurs d'aliments sont convoqués par le tribunal. À l'audience, ils exposent leur situation. Effectivement, c'est la règle, c'est la procédure, c'est la règle des procédures. Si toutefois un obligé alimentaire n'a pas reçu sa convocation, il nous revient donc de le faire convoquer par voie d'huissier. Une fois que la décision du juge a été prononcée, et souvent celle-ci n'est pas prononcée immédiatement le jour de l'audience, il se passe souvent un mois pour ce qu'il y ait la prononcée d'un délibéré. Cette décision est transmise au département du Nord qui est en situation de demande et aux débiteurs d'aliments, les enfants et les beaux-enfants mariés. Cette décision elle a ce qu'on appelle force exécutoire. Concrètement, les personnes peuvent faire appel de la décision si ils contestent le jugement rendu en première instance. Ils font appel auprès de la Cour d'appel du Douai. Quand on dit qu'elle a force exécutoire, c'est que nous transmettons le jugement donc au service d'aide sociale et à la direction financière pour mise en recouvrement des montants qui ont été décidés et calculés par le juge, nonobstant le fait qu'il y ait eu appel ou non de la décision. Alors, cette obligation alimentaire, effectivement, elle prend fin à un moment ou à un autre. Il y a plusieurs cas où effectivement, on va dire, l'obligation alimentaire prend fin. Un des premiers cas, c'est quand il y a l'amélioration de la situation financière du créancier. Si par exemple, la personne qui reçoit l'aide alimentaire voit ses revenus augmenter de manière significative et n'est plus ce qu'on appelle en état de besoin, dans ce cas-là, l'obligation alimentaire peut être levée. De même, cette obligation s'éteint quand il n'y a plus d'état de besoin du créancier d'aliments, c'est-à-dire par exemple un retour à domicile ou une renonciation à l'aide sociale et l'hébergement. Parfois, il y a ce qu'on appelle du capital lorsqu'une maison est vendue. Parfois, le produit de vente peut être utilisé pour régler les frais d'hébergement et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle une renonciation à l'aide sociale, à l'hébergement. Autre cas d'extinction de l'obligation alimentaire, c'est lorsqu'il y a décès de l'obligé ou du créancier. L'obligation, dans ce cas-là, s'éteint naturellement avec le décès de la personne qui doit payer, en l'espèce l'obligé, ou de la personne qui reçoit l'aide, en l'espèce le créancier. Autre cas, on avait vu tout à l'heure qu'effectivement, les couples, les enfants mariés, donc les conjoints des enfants, pouvaient être appelés donc en solidarité familiale, hein, dans le cas où effectivement ce sont des enfants mariés. Et donc l'obligation alimentaire va s'éteindre lorsqu'il y a un divorce du gendre ou de la belle-fille. Il faut bien l'acte de divorce, une séparation de fait de corps, continue de faire appliquer l'obligation alimentaire.
De même, s'il y a ce qu'on appelle le décès de l'enfant, hein, c'est lorsque effectivement un enfant donc est veuf, lorsqu'il y a le décès de l'enfant qui crée le lien avec le gendre ou la belle-fille et l'absence d'enfant résultant de cette union ou décès de ces derniers, le gendre ou de la belle-fille n'est plus tenu. Enfin, autre cas d'extinction de révision de l'obligation alimentaire, c'est la détérioration de la situation financière de l'obligé. Si la personne qui doit payer l'aide alimentaire rencontre des difficultés financières importantes, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ce que ça intervient en amont de l'aide sociale, mais effectivement cette aide a été fixée judiciairement, dans ce cas-là, elle peut demander à être dispensée de cette obligation ou à ce que le montant de l'aide soit réduit. Alors, quand c'est un jugement qui a été rendu, la personne saisit de nouveau le juge aux affaires familiales en révision, en demande de révision de son obligation alimentaire. Enfin, on l'avait précisé tout à l'heure, c'est le cas aussi d'un manquement grave du créancier envers l'obligé, du créancier d'aliments envers l'obligé. C'est-à-dire qu'effectivement, si la personne qui reçoit l'aide alimentaire a eu un comportement gravement répréhensible envers la personne qui doit payer. On l'avait précisé tout à l'heure, par exemple en cas de violence ou d'injure. Et donc, encore une fois, c'est le juge qui va lever cette obligation et donc cette contribution. J'en ai terminé donc sur l'obligation alimentaire. Je vous propose donc de terminer par ce qu'on appelle les différents cas de recours en récupération de la créance d'aide sociale, puisque le département du Nord dispose, de par le Code de l'action sociale et des familles, de plusieurs possibilités de récupération d'aide sociale, du vivant de la personne qui bénéficie d'aide sociale ou à son décès. Je précise tout de suite qu'il y a une distinction suivant que la personne était en situation de handicap ou qu'il s'agit d'une personne âgée qui a bénéficié de l'aide sociale. Je vais parler en premier lieu des cas de récupération de l'aide sociale pour les personnes âgées. Les dépenses qui sont engagées par le département font l'objet d'un recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. C'est par exemple si le créancier d'aliments, si la personne a, par exemple perçu un capital ou un héritage. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un recours sur ce qu'on appelle la succession. Donc là, c'est au décès de la personne âgée. C'est le cas de la succession, sur le recours en succession dans la limite de l'actif net successoral. Je préciserai dans la diaporama suivante comment ça se calcule. Il y a aussi ce qu'on appelle le cas des recours contre les donataires. Les donataires, c'est lorsque une donation est intervenue par la personne qui bénéficie de l'aide sociale, qu'elle a fait une donation et qu'elle était intervenue dans les 10 ans avant la prise en charge et pendant toute la durée de la prise en charge. Enfin, autre cas légal de récupération, c'est lorsque la personne âgée a fait un legs. Le département du Nord, le département en général, hein, peut réclamer à l'égard du légataire le montant du legs. Et enfin, à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, précision sur la part des primes versées après l'âge de 70 ans. S'agissant des recours sur les successions pour les personnes en situation de handicap, il y a des recours, et donc nous sommes amenés au niveau du service contentieux à représenter le département sur des cas de contestation de recours sur succession concernant des personnes en situation de handicap, puisque les dépenses engagées par le département font l'objet donc d'un recours sur la succession du bénéficiaire. Mais là, le législateur a prévu des cas d'exonération, c'est-à-dire sauf si les héritiers sont les parents, le conjoint, les enfants et, dernier cas, qui est sujet donc à discussion devant les tribunaux, ce qu'on appelle la personne ayant assumé la charge effective et constante du bénéficiaire. Alors, dans notre activité, c'est un cas qui est discuté devant les tribunaux et c'est la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour examiner les cas de recours en contestation sur ce type de récupération d'aide sociale. Puisque là, c'est un cas qui s'apprécie au cas par cas par le juge sur la foi d'éléments de preuve qu'une personne a bien eu la charge effective, constante et régulière du bénéficiaire à l'aide sociale. Alors, comment ça se passe? D'abord, pour récupérer cette créance, il faut d'abord la calculer, il faut la notifier
aux différentes personnes. Alors, on va dire l'assiette de cette créance, en fait, comment est-elle calculée? En fait, elle est calculée sur la base des frais qui sont engagés par le département, déduction faite des montants qui ont été reversés par le bénéficiaire et les obligés alimentaires. Hein, donc, c'est donc une créance nette. Il faut savoir que cette créance, elle est récupérée dans la limite de l'actif net successoral et elle est récupérée sur la succession. Et là, il y a une précision importante parce que nous avons parfois certains héritiers qui viennent nous dire: «Mais on va venir récupérer sur mon patrimoine personnel». Non, elle est récupérée sur la succession. Il y a une distinction. C'est-à-dire que si, par exemple, la créance départementale s'élève à 40 000 €, mais que l'actif net successoral qui est communiqué par le notaire s'élève à 20 000 €, le département pourra donc recouvrir sa créance sur le montant de 20 000 €. En aucun cas, le patrimoine personnel des héritiers sera recherché. Dernière précision, le département dispose de 5 ans, c'est un délai de prescription légale, à compter de la date de connaissance du décès pour notifier et récupérer sa créance départementale. Voilà, j'en ai à présent terminé. Donc, merci Jean-François pour cette présentation. On va désormais aborder tout le volet administratif, hein, s'agissant en fait des dossiers d'aide sociale. Et je vais laisser à nouveau la parole à Virginie qui va vous présenter tout ce volet. Alors, où se procurer le dossier d'aide sociale? Auprès du CCAS du lieu de résidence du demandeur. Le dossier doit impérativement être déposé au CCAS. Il transite obligatoirement par le CCAS de résidence ou le domicile de secours. À partir de ce moment-là, le CCAS dispose d'1 mois pour envoyer le dossier au département, qu'il soit complet ou non. Qui est habilité à compléter le dossier d'aide sociale? Donc, il peut être constitué par le demandeur, son représentant légal ou un travailleur social, si besoin. Le délai d'instruction de la demande, on n'a pas de délai légal. Tout dépend de la complétude du dossier ou non, de la présence des obligés alimentaires et de leur coopération. Alors, il faut savoir que quand nous arrive un dossier d'aide sociale, quand nous n'avons pas les obligés alimentaires, on entame beaucoup de recherches, ça prend énormément de temps sur justement le délai de traitement du dossier. Donc, si nous avons un livret de famille, c'est parfait, on saisit les CPAM pour récupérer les adresses. Une fois les adresses récupérées, on doit saisir les services fiscaux. Donc, il se passe quelques mois, parfois 6 mois, avant de pouvoir rendre une décision parce qu'on n'a pas les obligations alimentaires au dossier. Des petits problèmes d'affichage. Également, on vous propose des outils à disposition, notamment Virginie vous présentera donc une simulation en ligne, hein, pour toutes les questions relevant de l'aide sociale et notamment les questions relatives à la calcul de l'obligation alimentaire, qu'on soit seul, en couple et en fonction donc de l'établissement choisi. Donc c'est un formulaire donc qui existe donc en bas de la page de contact du site lenord.fr et donc ça vous permet notamment d'estimer donc la contribution du bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement en EHPAD ou en USLD. Donc pour rappel également, ça n'a pas été dit, mais tous ces acronymes EHPAD, USLD, OA, etc. Sont repris dans un lexique en fait pour vous expliciter en fait tous ces acronymes. Donc, la participation au titre de l'obligation alimentaire, votre prise en charge au titre de l'hébergement en établissement. Donc, on va vous faire une petite simulation. Donc, pour votre information, donc cet outil a été créé donc par le service aide sociale et notamment donc par Madame Mostard, donc qui vous permet vraiment d'apprécier en réel en fait votre contribution s'agissant d'un EHPAD, d'une USLD ou de votre contribution au titre de l'obligation alimentaire en fonction de votre situation. Donc je laisse Virginie nous faire une petite démonstration. Alors, vous avez dans un premier temps, vous avez les fiches qui permettent de faire la simulation de l'obligation alimentaire.
Il faut savoir que ces fiches reprennent exactement, c'est le même calcul que notre logiciel. Donc, si un obligé alimentaire saisit bien les informations dans la fiche, forcément, c'est ce qu'on lui proposera de payer lors de notre décision. Donc, vous avez 3 fiches. Vous avez une fiche pour les personnes mariées, une fiche pour les personnes célibataires et une fiche pour les personnes en couple, donc pas accès au concubinage. Alors, on a bien dit, hein, M. Briffard a dit tout à l'heure que nous ne taxions pas le conjoint si c'était du concubinage, ni la personne pacsée, mais justement, pour éviter que les personnes ne s'y retrouvent pas en disant je ne suis pas mariée, je ne suis pas célibataire, on a fait cette fiche, mais à l'intérieur, justement, on va y aller, on explique que seules les ressources de la personne qui fait le lien avec le bénéficiaire. Vous voyez, on a toutes les explications ici. Donc, on imagine, c'est un couple, donc, enfin, c'est une personne, pardon, pacsée. Elle a 2 enfants à charge, elle va mettre le nombre d'enfants à charge. Elle va saisir son revenu fiscal de référence, la périodicité également. Alors, il faut savoir qu'on travaille avec le revenu fiscal de référence. Au niveau des charges, on ne tient compte que de l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et la taxe foncière. En revanche, si la personne a une différence entre, elle a son avis d'imposition, mais entre-temps, elle est à Pôle emploi, dans ces cas-là, elle peut changer la périodicité et mettre ses ressources en mensuel, ce qu'elle a perçu les 3 derniers mois. Donc ensuite, elle va saisir ses charges. Hop, on imagine, hein. Et donc, elle va savoir combien elle doit payer au titre de l'obligation alimentaire. Donc, une personne seule avec 2 enfants à charge, le montant de la participation estimée sera de 251,83. Donc, elle a les explications en bas de chaque feuille, on a donné des explications. Bon, et après, on retrouve la même chose hein, pour une personne seule ou pour un couple. Voilà. Ensuite, une personne qui entre en établissement, la famille peut aller saisir toutes les informations dans ce tableau pour savoir s'il va y avoir une prise en charge ou non. Il faut savoir que nous avons des délais hein, à l'aide sociale. Malheureusement, on ne traite pas les dossiers dans le mois en cours. Et parfois, justement, les obligations alimentaires sont dans l'attente d'une décision, etc. Donc, ils peuvent en amont aller calculer leurs obligations alimentaires, recueillir ces informations, les saisir dans ce tableau. Voilà. Participation, donc obligation alimentaire, s'ils ont déjà une décision du JAF, parce que ça arrive aussi hein, que les familles aient une décision du JAF, soit saisie par la tutelle ou par l'établissement. Donc, ils peuvent saisir toutes ces informations. En fait, ces fiches-là vont permettre, donc en bas, vous avez 2 fiches. Vous avez un simulateur si la personne est en EHPAD ou en USLD, et un simulateur si elle est en résidence autonomie. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la résidence autonomie, ce ne sont pas les mêmes, on ne laisse pas l'argent à disposition, le même montant. D'accord? En USLD, en EHPAD, la personne va reverser 90% de ses ressources, alors qu'en résidence autonomie, étant donné qu'elle a l'autonomie et qu'elle doit préparer ses repas, acheter, faire ses courses, etc., on lui laisse une somme d'argent différente. Donc, je m'explique. Tout à l'heure, j'ai donné un cas comme ça, aléatoire. Donc là, on va donner un exemple un peu plus concret. Une personne entre en résidence autonomie, elle a 1 500 € de ressources. Donc, sur ces 1 500 € d'office, on va lui retirer 1 034,28 € d'ASPA. C'est le montant de l'ASPA. Ensuite, on va faire la différence entre 1 500 € et 1 034,28 €. Donc, ça va nous donner 465,72 €. Donc, cette différence, on va en prendre 10%, qu'on va ajouter au montant de l'ASPA 1 034,28 €. Donc, 46,57 € plus le montant de l'ASPA, 1 080,85 €. Eh bien, c'est ce montant que la personne va garder à disposition et elle ne reversera que la différence, 419,15 €. Et si cette personne a de l'aide au logement, 100% de l'aide au logement doit nous être reversée. Voilà, donc ces fiches, les fiches qu'on a mis ici, les fiches de calcul, permettent à la personne de mettre les ressources, enfin c'est plutôt la famille qui va le saisir, hein. Elle met les ressources, elle met ses charges, les 3% des intérêts, des assurances vie, des comptes épargne, etc. Et à la fin, on lui dit s'il va y avoir un potentiel accord ou non.
ça permet en amont éventuellement attendre une réponse de l'aide sociale si on sait que ça va être un rejet en fonction aussi du calcul des obligés alimentaires. Ça évite de faire un dossier et d'attendre inutilement. Voilà. Merci Virginie pour cette présentation. Avec plaisir. Voilà, donc également, donc en complément de cet outil, hein, je dirais un peu indispensable, hein, si vous envisagez ou un de vos proches souhaite entrer en établissement et qui souhaite avoir de l'aide sociale, vous pouvez également visiter en fait le site Via Trajectoire qui vous permet en fait de voir la liste des établissements et places disponibles que la personne soit âgée ou en situation de handicap. Donc le lien est indiqué. Également, donc, pour aller plus loin, donc, en complément, pour vous accompagner dans vos démarches, donc, si vous avez moins de 60 ans, vous pouvez contacter donc, la Maison départementale des personnes handicapées et le CCF de votre commune, comme on vous l'a indiqué. Si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez contacter un conseiller par téléphone au 03 59 3 fois du lundi au vendredi de 8h à 17h et le jeudi de 9h à 13h30 et de 15h à 17h. Vous pouvez également donc contacter le relais autonomie le plus proche de chez vous et votre CCAS. Donc, le lien est indiqué donc, sur la slide. Et également, pour encore investiguer plus loin et pour poursuivre, vous pouvez consulter en fait l'heure de l'autonomie donc, qui avait été réalisée en octobre dernier sur les différents modes de prise en charge, donc en établissement et à domicile, pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap. Encore une fois, donc le lien est indiqué. Voilà, donc comme on a pu vous l'annoncer, donc on vous a mis un glossaire avec les acronymes qui ont été utilisés tout au long de cette présentation. Voilà, donc l'émission touche à sa fin, donc il ne nous reste plus que donc à vous remercier donc pour votre attention et remercier donc les deux professionnels donc qui nous ont permis d'élargir un petit peu et de pouvoir détailler ce sujet, donc Madame Mostard et Monsieur Briffard, mais également d'autres professionnels dans l'ombre entre guillemets qui ont contribué donc à l'élaboration du contenu de cette présentation. Madame D'Alessandro, responsable du pôle usager à la direction d'appui aux usagers, et Madame Niemec, responsable du service contentieux des obligés alimentaires à la direction de l'autonomie. Donc, encore merci donc pour votre attention. On vous propose donc de se retrouver le 25 mars prochain, donc autour d'émissions d'un tuteur. Voilà, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir.